Aujourd'hui est censé être le plus beau jour de la vie de Milly. La femme de ménage se marie avec Enzo, l'homme de ses rêves, et rien ne peut gâcher son bonheur. D'autant que ses parents, avec lesquels elle est brouillée depuis 15 ans, ont promis d'assister à la cérémonie. Mais alors qu'elle devrait se préoccuper uniquement de sa robe et de sa coiffure, Milly est confrontée à un sérieux problème. Quelqu'un ne veut pas qu'elle vive assez longtemps pour prononcer ses vœux. Quelqu'un qui épie ses faits et gestes jusque dans sa chambre. Prise au piège, Milly décide pourtant de ne pas se laisser intimider. Elle se mariera coûte que coûte, pour le meilleur et pour le pire. Mais le pire pourrait arriver bien plus tôt que prévu. Alors, je vous ai lu la 4e de couverture de La femme de ménage se marie de Freda McFadden. Alors, c'est une série entre guillemets, parce qu'elle a écrit bien sûr d'autres choses, une série littéraire qui cartonne, donc le tome 1, le tome 2, et puis le tome 3, La femme de ménage voit tout. Et je vous avoue que quand je suis allée à la FNAC et lorsque j'ai fait mes petites courses en librairie, lorsque j'ai vu ce petit ouvrage, j'ai eu une réaction de me dire « Oh là là, ils vont exploiter le phénomène commercial jusqu'au bout, ce n'est pas normal. » Voilà, j'étais un petit peu négative. Et puis en fait, il faut bien admettre que c'est une série très addictive, très intéressante, et moi je lis actuellement un autre livre en anglais de Freda McFadden, et c'est un auteur que j'aime bien. Alors je vous avais dit que pour ce nouveau contenu de ma chaîne, en plus des contenus pédagogiques, je ferai donc ce qu'on appelle une recension de livres, c'est-à-dire une présentation d'ouvrages. Alors aujourd'hui c'est La femme de ménage se marie, et sur le site internet frenchdiscoveries.fr, pour les personnes abonnées, vous pourrez donc télécharger une fiche en PDF avec des questions de compréhension. L'objectif de ces vidéos n'est pas de spoiler les livres, bien sûr, donc je ne vais pas vous raconter en détail le contenu de ce livre, mais c'est de présenter généralement mes coups de cœur ou mes découvertes et ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Donc je vous invite à revoir peut-être cette vidéo quand vous aurez lu ce livre, ou si vous avez déjà lu le livre, à mettre en commentaire vos opinions pour voir si elles se rapprochent des miennes. Alors, que dire de ce livre? Si vous n'avez pas lu les précédents livres, La femme de ménage, qui sont donc les deux premiers tomes, au moins le premier tome, c'est un petit peu difficile de comprendre l'intérêt de ce livre. Donc je vous invite à vraiment avoir lu au moins le tome numéro 1. Et d'ailleurs, regardons ce que dit l'auteur Freda McFadden. Elle dit, note de l'auteur, j'ai écrit La femme de ménage se marie comme une nouvelle destinée à combler la longue ellipse entre le tome 2 de la série, La femme de ménage, entre parenthèses, les secrets de la femme de ménage, et le tome 3, La femme de ménage voit tout. Je craignais que les lecteurs ne soient déçus de ne pas voir Milly et Enzo se marier, alors voilà. Cette nouvelle peut être lue soit entre les tomes 2 et 3, soit après le tome 3. Donc vous voyez, elle explique les choses beaucoup plus clairement que moi. Moi je disais il faut au moins avoir lu un tome. Elle conseille ou de le lire entre le 2 et le 3 ou après le tome 3 pour faire donc une sorte de flashback, parce que c'est vrai qu'ensuite on n'a pas vu Enzo et Milly se marier, et bien sûr il va leur arriver quelque chose, puisque c'est le principe des livres de Freda McFadden, c'est qu'elle arrive vraiment à nous entraîner dans son univers. Et moi je vous avoue que même si c'est une très courte nouvelle, j'ai ressenti exactement le même effet, la même intensité, le même suspense que lorsque j'ai lu les autres tomes de La femme de ménage.
Alors, vous allez dire, commencer cette série littéraire sur La femme de ménage, qui est donc une lecture populaire. Je surfe un petit peu sur la facilité. Alors, pas du tout, je voulais juste préciser, on dit toujours que les gens ne lisent pas. Et lorsque les gens lisent, on dit, ah, en fait, ce que vous lisez n'est pas forcément de la grande littérature. Pour moi, c'est de la grande littérature dans le sens où elle réussit à capter un auditoire, que les gens ont envie de connaître la suite, et surtout que des personnes qui habituellement n'ont pas l'habitude de lire se mettent à lire et lisent vraiment ce qu'elle écrit. Il y a même des personnes dans mes élèves qui apprennent le français et qui ont aussi des cours d'anglais. Certains sont impatients de lire certains de ces ouvrages en anglais. Parce qu'il faut attendre un certain temps, vous savez, avant que ce soit traduit en français. Et donc, je pense que ça participe à vraiment amener les gens à lire. Et donc, pour moi, c'est au même titre de la grande littérature que les classiques, même si, bien sûr, on ne peut pas les comparer pour une simple bonne raison, à mon avis. Alors après, vous me direz si vous êtes d'accord, c'est le temps. En fait, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait un grand livre, la grande littérature ? Est-ce que c'est le temps ou est-ce que c'est vraiment la qualité d'écriture? Je vais prendre un exemple très très éloigné de Freda McFadden, mais par exemple Émile Zola. Quand Émile Zola a publié Les Rougon-Macquart, les premiers tomes de cette série, en fait, n'avaient pas de succès. Et puis, finalement, avec L'Assommoir, Germinal, il a eu énormément de succès et tout le monde a redécouvert depuis le tome 1 jusqu'au 20e le docteur Pascal. Mais auparavant, ses contemporains ne pensaient pas que c'était de la grande littérature, et du fait qu'il s'était en plus positionné en faveur d'Alfred Dreyfus, eh bien, il avait beaucoup de détracteurs qui essayaient d'attaquer son travail. Donc, ce qui veut dire que de son vivant, il était considéré comme quelqu'un qui écrivait de profession, mais il n'était pas forcément considéré au même niveau que maintenant, où il est étudié à l'université, où ses textes sont sujets de bac. Donc, pareil pour Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud était quelqu'un de rebelle et je suis sûre qu'il serait très amusé de voir que maintenant il est considéré comme un poète que l'on étudie, notamment pour des examens. Mais à son époque, personne ne croyait en son talent, tout comme par exemple Charles Baudelaire et Les Fleurs du Mal. Lorsqu'il a publié pour la première fois Les Fleurs du Mal, les gens considéraient que c'était un ouvrage qui portait outrage à la morale publique et personne n'aurait eu l'idée de dire que c'était de la grande littérature. Donc, une des questions qu'on peut se poser, et vous pouvez me donner votre avis en commentaire, selon vous, qu'est-ce que la grande littérature ? Alors, je vous donne mon point de vue. Pour moi, la grande littérature, c'est certes les classiques, mais c'est aussi une littérature qui attire des lecteurs, une littérature qui donne envie aux gens d'être curieux et même d'apprendre une langue étrangère ou de lire dans une langue étrangère. Et c'est pour ça que par exemple les livres d'Harry Potter, beaucoup de personnes, vous voyez, étaient impatientes et lisaient en anglais. Moi j'avais des camarades de classe ou des collègues qui ne voulaient pas attendre la traduction et qui apprenaient beaucoup de vocabulaire et de langage parce qu'ils lisaient le livre en original, en version originale, et donc pour eux, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Par exemple, le Trône de Fer, je me souviens quand le Trône de Fer est sorti, les premiers livres étaient en poche J'ai lu, traduit en français, et ensuite il y avait une grande édition, il y avait une publication en grande édition qui était assez chère, et une édition plus abordable ensuite en livre de poche chez J'ai lu. Et beaucoup de personnes ne voulaient pas attendre la traduction parce que ça prenait un certain temps et donc lisaient en anglais. Et pour moi, indépendamment du genre, indépendamment du sujet et de la qualité d'écriture, c'est aussi de la grande littérature parce que il y a un engouement, il y a un collectif de fans. Alors ça me permet de revenir justement à Freda McFadden, puisque, comme elle le dit à la fin de
de cette nouvelle. Alors c'est une nouvelle. Elle vous dit: avez-vous aimé lire La femme de ménage se marie? Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une critique sur Amazon. Et elle dit qu'elle a également un site web et elle a une newsletter et on peut recevoir des mises à jour. Donc son site, je vous le mets là, il apparaît, donc c'est un site assez intéressant, et elle propose même de s'inscrire à newsletter, et elle a également des possibilités enfin vous pouvez la suivre sur des choses comme BookBub. Et elle dit vous pouvez également rejoindre mon groupe de lecteurs super cool et amusant, les Freda McFan. Donc vous voyez, c'est vrai que c'est un auteur, alors qui en plus normalement c'est pas un auteur très traditionnel, parce que c'est un médecin spécialisé dans les lésions cérébrales. Donc voilà, et elle écrit beaucoup de thrillers psychologiques, mais qui sont addictif. Et moi, je vous avoue, là, j'en ai commencé un autre que peut-être je chroniquerai, mais qui parle d'amour, et je trouve qu'en plus il n'y a pas seulement une mécanique répétitive, il y a aussi beaucoup d'humour, et il y a aussi beaucoup de choses qui nous parlent, qu'on peut transposer dans notre vie actuelle. Et pour moi, donc, c'est un très grand auteur. Elle arrive à fédérer, à intéresser des gens de tout âge, et aussi bien des hommes que des femmes, des jeunes que des moins jeunes. Donc c'est intéressant d'en parler, et je suis très contente de faire cette première vidéo d'essai pour vous parler d'ouvrage avec ce petit livre. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que c'était une nouvelle. Alors pourquoi ce n'est pas un roman mais une nouvelle? Alors bien sûr, elle-même d'ailleurs qualifie cet ouvrage de nouvelle. Voyez, donc j'ai écrit La femme de ménage se marie comme une nouvelle destinée à combler la longue ellipse entre le tome 2 de la série et le tome 3. Et une nouvelle, en fait, le principe, c'est un court récit. Et c'est quelque chose, on part d'un point A et on arrive à un point B. Alors, comme je vous ai dit, je ne vais absolument pas spoiler et vous raconter l'histoire, parce que si vous voulez le lire, je trouve que c'est pas agréable que quelqu'un vous raconte le contenu d'un livre. Mais effectivement, on a un point de départ et un point d'arrivée. Donc quand on lit cette nouvelle, on ne reste pas sur sa fin. Alors rester sur sa fin, c'est une expression française qui veut dire ne pas savoir ce qu'il en est. Quand on lit cette nouvelle, on commence bien sûr dans un état inquiétant, avec un prologue. Donc vous savez, ces états inquiétants où en fait on se demande toujours si le ou les personnages vont s'en sortir. Ensuite on a le déroulé, donc l'histoire, et puis on a également donc l'épilogue, c'est-à-dire que on a dans ce livre en tout cas, on a un point de vue d'un autre personnage, ce qui crée une surprise. Et pour ceux qui apprennent le français, je vous invite d'ailleurs à bien regarder la traduction, parce que les participes passés, lorsqu'ils sont mis au masculin ou au féminin dans le prologue, déjà ça nous donne des indications pour comprendre un petit peu l'intrigue. Le génie de Freda McFadden, c'est de toujours réussir vous voyez, à nous emmener sur des pistes, mais on n'est pas sûr de ces pistes. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis revenue sur mon a priori de dire c'est exagéré, c'est exploiter le filon commercial en mode de série, puis ensuite en sorte de produit dérivé avec des nouvelles, parce que c'est une nouvelle de qualité. Donc c'est quelque chose qui coûte 4,90 €, mais qui se lit très rapidement, mais qui les vaut, je veux dire par là. Il n'y a pas d'arnaque ou quoi que ce soit, c'est vraiment intéressant à lire. Et vous savez, je trouve que ce genre de petit ouvrage peut être également intéressant pour les gens qui animent des clubs d'écriture, ou les gens qui participent à des clubs d'écriture, parce qu'il y a énormément de choses, de péripéties. Les personnages sont à la fois avec des côtés positifs et aussi négatifs. On sait tous que Millie donc a un passé judiciaire, et que Enzo aussi a un passé assez sombre avec sa sœur. Donc, étant donné qu'on a cette connaissance, on arrive à comprendre un petit peu la psychologie des personnages et leur réaction.
Et je trouve que c'est utile pour les gens qui veulent participer à des ateliers d'écriture créative ou en animé, parce que c'est typiquement un exemple de court récit dans lequel toute la complexité du personnage, des personnages, parce qu'il n'y a pas qu'un personnage qui est complexe, mais même les personnages secondaires peuvent être interprétés d'une façon ou d'une autre, et ça montre qu'il y a effectivement une maîtrise de l'écriture et de la psychologie humaine. Alors voilà, c'était ma présentation de ce petit ouvrage, La femme de ménage se marie. J'ai pas voulu faire de présentation de La femme de ménage numéro 1 et numéro 2 parce que je sais que c'est un livre extrêmement... ce sont des livres extrêmement populaires et puis c'était difficile d'en parler sans trop spoiler. Donc je me suis dit je vais essayer avec ce petit ouvrage et n'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce nouveau format, si vous avez appris des choses et surtout ça permet pour ceux qui écoutent en faisant le ménage ou en faisant autre chose, vous pouvez considérer que c'est une sorte de petit podcast qui vous donne des conseils de lecture et donc je vous conseille vivement de lire La femme de ménage se marie. Forcément c'est beaucoup moins bien que le tome 1, tome 2, tome 3 parce que c'est plus petit, donc certaines personnes vont dire on reste sur notre faim, mais en fait c'est équivalent dans la qualité d'écriture, dans la qualité du suspense. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je ferai d'autres vidéos sur des livres, sur d'autres sujets, des sujets très variés. On m'envoie des livres, étant donné que je suis sur les réseaux. Et ma démarche, c'est de ne pas parler des livres que vraiment je n'aime pas, parce que je n'aime pas casser le travail de quelqu'un, mais quand j'aime un livre, je le lis, donc ça me prend un petit peu de temps, et ensuite je donne mon avis objectif, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Alors, pour être transparente avec vous, ce que je n'ai pas aimé, au début j'ai eu une attitude de recul en pensant que c'était une démarche commerciale de sortir cette nouvelle. Et ensuite, la seule chose que j'ai pas aimé, c'est que c'est beaucoup trop court. Et comme j'ai déjà lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, je me dis, bon, à quand le tome 4? Voilà. Mais sinon, qualité d'écriture identique. Je ne sais pas, c'est vrai qu'il faudrait que je regarde. J'aurais dû regarder pour préparer cette vidéo, si c'est toujours la même traductrice. Mais en tout cas, la traduction en française est très bien. Même si à titre personnel, je préfère lire en VO, donc en anglais. Et d'ailleurs, je réfléchis si pour mes élèves anglophones, je ne vais pas chroniquer en français le livre que je lis d'elle en anglais. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, et la prochaine vidéo, et donc ce sera Trouver l'amour à Paris, l'épisode 10 avec Giulietta et Arthur. Et d'ici là, n'hésitez pas à aller sur le site internet pour faire les exercices de compréhension liés à cette présentation de livre. Merci beaucoup, bonne journée. Dans cette partie, nous allons en savoir un peu plus sur l'auteur. Donc, vous savez qu'elle est médecin et voici un petit peu son site pour ceux qui sont intéressés. Je vous avais parlé du site. Alors, vous voyez, les Freda McFans. Alors, il y a un groupe sur Facebook. Donc là, un groupe en français. Je suppose qu'il doit y avoir... peut-être des groupes au niveau international. En tout cas, moi, j'ai trouvé celui-là. Ici, vous voyez, je suis sur le site de Goodreads, où on peut voir un petit peu tous les livres qu'elle a publiés. Donc, c'est toujours intéressant. Voilà, même si c'est en anglais, si vous avez la chance de savoir lire en anglais, eh bien, écoutez, voilà. Vous avez des petites choses intéressantes. Et nous avons ici, voilà, bon, encore une fois, hein, c'est pour présenter les différents livres. Il faut savoir que c'est une personne qui a commencé en édition, en auto-édition, avant d'être repérée. Et vous voyez que maintenant, elle a beaucoup de succès parce qu'elle a proposé The Housemaid, qui était un sujet, un livre qu'elle trouvait sombre, et elle l'a proposé à un éditeur qui l'avait repéré donc sur les plateformes
en ne croyant pas forcément au succès. Et puis, vous voyez, maintenant, elle est dans beaucoup de plateformes, hein, comme Barnes et Noble. Alors, j'en profite pour vous présenter un petit peu ces sites qui sont intéressants pour connaître les nouveautés, et puis pour ceux qui ont envie de lire en plusieurs langues. C'est vrai qu'il y a beaucoup de littérature anglo-saxonne. Donc, je ne vous dis pas grand-chose de plus que la page Wikipédia, parce que je pense que c'est important de ne pas répéter ce qui existe déjà. Donc, je le mettrai en description, la page Wikipédia. Donc, il faut savoir que pendant plus de 10 ans, elle a quand même travaillé en auto-édition. Donc, pour vous qui écrivez, si jamais vous écrivez, il faut vraiment garder espoir, hein. Regardez maintenant, elle est dans beaucoup de sites intéressants. Et lorsqu'on voit la production, on se dit c'est vraiment quelque chose vraiment de très 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 bien. Voilà, et puis voilà, la newsletter dont je vous ai parlé, ça se présente ainsi. Il faut rentrer votre email, votre prénom, souscrire, et puis bien sûr sur son site, alors New Release, c'est-à-dire la nouvelle sortie, hein, voilà, on vous présente un petit peu. Et donc apparemment, The Tenant, le locataire, voilà, ça augure de beaucoup de suspense pour ceux qui lisent en français. Alors, une très très bonne nouvelle si vous êtes fan de la série. Il y a donc une adaptation au cinéma de prévu. Le film a été tourné, donc la sortie est prévue pour la fin de l'année. Donc c'est toute la série, hein, donc la femme de ménage. Je ne sais pas s'ils vont compiler les 3 tomes. Voilà donc le site IMDb qui présente les acteurs. Donc vous avez des acteurs connus. Donc l'auteur a participé au scénario, et parmi les acteurs connus, vous avez Amanda Seyfried. Et IMDb, si vous ne connaissez pas, c'est un site intéressant où on peut avoir des informations sur les tournages de films en cours, et c'est intéressant pour voir les adaptations littéraires. Donc ici, vous voyez des photos de vos acteurs peut-être favoris, je ne sais pas, et puis sans doute ils vont mettre des bandes annonces et des extraits. Voilà, je voulais vous présenter un petit peu aussi cette plateforme. Moi, j'attends en tout cas la sortie avec impatience.